Bonsoir et bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le lundi 10 septembre. À la une de l'actualité, le collectif de Mayotte ne relâche pas la pression. S'ils ne sont qu'un petit nombre devant les portes de la préfecture, les membres du collectif gardent leur siège. Ce matin, le ton est monté avec les policiers, mais le calme est rapidement revenu. Pour les membres du collectif, les choses sont claires. La pression sera mise sur les autorités jusqu'à obtenir gain de cause. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderagakoura. Les nappes sont bien en place et les mamans entament une nouvelle journée devant les portes du service d'immigration et de l'intégration. Ce matin, les discussions avec les policiers ont de nouveau été tendues avant que le calme ne reprenne ses droits. Jusqu'à maintenant, c'est statu quo, c'est toujours pareil, mais on a eu peur ce matin. On a eu peur, c'était chaud, mais tout s'est bien passé. Il y a eu des gens, il y a eu un peu de cafouillage, donc on ne comprenait pas trop ce qui se passait. On avait l'impression qu'on laissait passer n'importe qui, mais après les choses se sont arrangées. On s'est bien compris avec les policiers. Chacun fait son travail, donc tout se passe bien pour le moment. Pour les membres du collectif, le travail consiste à mettre la pression sur les autorités et notamment le gouvernement comorien qui interdit le retour de ses ressortissants expulsés de Mayotte. Nous voulons faire pression aux dirigeants comoriens, faire pression sur les dirigeants comoriens. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons décidé d'agir. Azali a fermé les frontières à ses propres compatriotes. Nous fermons notre bureau des étrangers ici. Comme ça, on verra jusqu'où ira cette guerre. Parce que nous avons déjà déclaré la guerre. Une guerre diplomatique qui dure depuis des mois et à laquelle le collectif de Mayotte a décidé de prendre part, quoi qu'il en coûte. Depuis ce matin, une enquête de circulation routière a débuté sur le territoire. Intitulée Origine-Destination, elle est réalisée par l'entreprise Synthèse en collaboration avec la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Objectif, connaître les habitudes de circulation des usagers de la route afin de mener des travaux répondant aux réalités du territoire. Jusqu'au 22 septembre, des enquêteurs vont sillonner l'île afin d'en savoir plus sur le trafic mahorais. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Quelles sont les habitudes de circulation des Mahorais? Voilà la question que se posent actuellement les autorités, avec en premier lieu la DEAL. En effet, avant d'envisager de lancer des grands chantiers pour fluidifier le trafic, encore faut-il connaître comment la population se déplace. On a réalisé récemment ce qu'on appelle un plan global transport et déplacement à l'échelle du territoire. C'est un document qui fixe les orientations en matière de déplacement et de transport au niveau du territoire. On a deux grands projets qui sont en cours actuellement. Un projet qui est mené par le département, c'est-à-dire la mise en place de transports collectifs interurbains. Et puis un autre projet à l'échelle du périmètre de l'Académie. C'est ce qu'on appelle le transport collectif urbain en site propre. C'est le fameux caribus dont tout le monde en parle au niveau de l'agglomération de Mamoudzou. Dans ce cadre-là, ce sont des projets déjà en cours qui sont partis. Mais plus tard, il faut se rendre compte que par rapport au manque de données en matière de déplacement dont dispose le territoire, il faut réaliser ce type d'enquête pour avoir une bonne connaissance des habitudes des déplacements de façon à pouvoir adapter les lignes de service qui seront mises en place. Durant 12 jours, les enquêteurs vont faire le tour de l'île afin d'interroger un maximum d'usagers de la route. Ils seront bien souvent accompagnés des forces de l'ordre afin de sécuriser le périmètre dédié au travail des enquêteurs. Cette enquête, c'est à l'échelle du territoire, on l'a dit. C'est possible que des fois il y ait la présence soit des forces de l'ordre, soit de la gendarmerie ou de la police nationale ou des policiers municipaux. Il ne faudra pas que les usagers de la route s'en inquiètent parce que l'objectif c'est pas de contrôler l'état de véhicule ni l'état administratif des véhicules, mais c'est juste pour sécuriser le site où l'enquête va se dérouler, c'est-à-dire bien stocker les véhicules en bonne sécurité et de façon à ce qu'ils puissent reprendre leur chemin en toute sécurité. Parce que si on a peur, on va modifier ses habitudes de déplacement et ce n'est pas l'objectif de l'enquête. Il faut qu'on ait une photographie réelle de la situation. Connaître parfaitement la situation, pour cela l'entreprise Synthèse en charge de l'enquête possède 12 jours. À l'issue, les questionnaires seront analysés afin que les pouvoirs publics disposent d'un outil indispensable à la réalisation des grands travaux routiers du futur.
Certains des grands travaux en matière d'infrastructures routières peuvent être pris en charge par les fonds européens. Si depuis 2014 les fonds à disposition ont du mal à affluer sur le territoire, peu à peu les projets émergent et les enveloppes s'amenuisent. Ce matin, nous recevions le secrétaire général des affaires régionales qui a fait le point sur ces fonds européens. Il est également revenu sur la consultation qui aura lieu prochainement à Mayotte. Écoutons ses propos lors de la matinale de Coésie. Le but, c'est de mieux faire comprendre aux Mahorais, comme dans tous les autres départements d'outre-mer, ce qu'est l'Europe, ce qu'apporte l'Europe, de façon à ce que des citoyens qui sont un peu plus éloignés du continent, du vieux continent, sachent effectivement qu'est-ce que l'Europe leur apporte, qu'est-ce que c'est. Et donc lors de cette journée de consultation citoyenne qui aura lieu le 4 octobre, donc c'est bien évidemment toujours mené en partenariat avec le conseil départemental, État et conseil départemental, on aura des tables rondes ouvertes aux citoyens, et plus particulièrement, il faut bien le dire, aux jeunes, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une région ultra-périphérique, quel est l'avenir de cette région ultra-périphérique à Mayotte. On y parlera aussi beaucoup de la mobilité des jeunes. On aura un témoignage de Mahorais qui ont vécu Erasmus, vous savez, ce dispositif qui permet de s'immerger dans le monde européen pour des jeunes gens. On y parlera d'écologie, d'agriculture, et puis aussi, et c'est un sujet qui m'est très cher, on y parlera de citoyenneté européenne. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 10 septembre. La semaine dernière, lors de son voyage officiel en Chine, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, s'est exprimé sur la question de Mayotte française. Il a ainsi lancé les propos suivants face aux caméras chinoises, je cite « Le retour de Mayotte dans son giron naturel est une question de sécurité nationale. Si les déstabilisations des Comores peuvent parfois être d'origine interne, la plupart des événements néfastes qui surviennent dans le pays ont un dénominateur commun, à savoir Mayotte. Tout ou presque passe par cette île que je rappelle comorienne aux yeux du droit international. Nous sommes derrière la Chine dans son combat pour Taïwan et la Chine nous soutient pour la réintégration de Mayotte dans son ensemble comorien malgré le refus de la France. Je tiens à préciser que contrairement à d'autres puissances, les investissements de la Chine sont visibles. » Après 7 mois de crise diplomatique, voilà des propos qui ne poussent pas à l'optimisme en vue d'une sortie de conflit. Les tensions sont de nouveau ravivées entre les transitaires et le délégataire du port Mayotte Channel Gateway. En cause, une nouvelle facturation sur les véhicules importés. Le syndicat des transitaires parle d'une décision prise sans l'avis favorable du conseil portuaire et sans validation du délégant, le conseil départemental. De son côté, MCG justifie ces nouveaux frais par le fait que ses personnels gèrent et gardent les clés des véhicules dépotés et stationnés sur le port. Néanmoins, les transitaires affirment que MCG facture également les véhicules dépotés à Longoni et qui sortent aussitôt du port sans que les personnels n'aient eu les clés des véhicules en main. Le syndicat prévient que ses adhérents vont transmettre des demandes de remboursement ou d'avoir. Cette nouvelle crise survient alors que l'État doit prochainement intervenir pour que la réglementation soit respectée en matière d'AOT, de tarification de l'outillage public ou bien encore de règlement d'exploitation. Le ministère des Outre-mer a annoncé les 19 lauréats du concours d'innovation Projet Outre-mer. Lancé dans le cadre des Assises, ce concours a réuni plus de 850 candidatures. Il vise à encourager l'innovation, valoriser les porteurs de projets, promouvoir et aider à développer des produits, des procédés ou des services innovants portés par des citoyens, des associations, des TPE, PME et start-up issus des territoires d'outre-mer. Plus de 12 500 participants ont voté en ligne durant les mois de mai et juin 2018 pour désigner 12 lauréats. Ils bénéficieront chacun d'une dotation de 10 000 € ainsi que d'un dispositif d'accompagnement personnalisé. Pour Mayotte, 3 projets ont ainsi été retenus. Il s'agit de la laverie sociale qui souhaite lutter contre la pollution des rivières et du lagon de Mayotte. La laiterie collective portée par cet éleveur mahorais a également été plébiscitée. Le dernier projet est celui visant à émanciper Mayotte en améliorant la réussite éducative en mobilité. On termine cette édition avec cette pose de la première pierre qui a eu lieu samedi à l'abattoir, en présence du maire de la commune, du directeur de cabinet du préfet ou encore de l'architecte en charge des travaux. La construction de la nouvelle mosquée du vendredi a officiellement débuté. Si pour l'heure aucune date de fin de travaux n'est prévue, le projet vise à remplacer l'ancien lieu saint qui n'était plus en mesure d'accueillir les fidèles. Samedi, nous étions sur place afin de vivre cette cérémonie au plus près. Enlia Amada et Daniel Deragakura. Ce fut une journée particulièrement importante pour les habitants de l'abattoir.
Une journée pour célébrer la pose de la première pierre de leur future mosquée. Ce fidèle nous explique les raisons qui ont poussé à détruire celle qui était édifiée à la même place. Il s'agissait du sable de mer. À l'époque, c'était le matériau qui était utilisé pour les constructions. Là, il s'avère que la structure elle-même menaçait de ruine. Parce que le sable de mer avec le ferraille ne tenait pas. Il y a l'éclatement du béton, l'acier qui a rouillé. S'agissant d'un établissement recevant du public, les normes de sécurité n'étaient ainsi plus respectées. La seule solution restant la démolition puis la construction d'une nouvelle mosquée, les fidèles et les membres de l'association à l'origine du projet ont décidé de faire appel à un architecte. Mais se lancer dans une telle entreprise implique de se heurter à certaines difficultés. Ici, elles sont principalement de deux ordres. La première, c'était le foncier, puisque c'est un terrain qui est entre une AOT et des terrains même de la mairie. Donc il fallait qu'on ait les accords pour pouvoir reconstruire une mosquée. Après, techniquement, par rapport aux besoins de la commune, en termes de fidèles qui veulent venir à la prière, trouver assez d'espace pour accueillir tout le monde, sans pour autant faire quelque chose d'énorme un gros pavé sur la place. L'idée est donc ici de trouver le juste milieu entre l'espace de prière et l'espace de vie quotidienne, sans que l'un n'empiète sur l'autre. Et si la future bâtisse a de quoi faire rêver, pour l'heure, aucune date d'ouverture n'a encore été avancée. Déjà, nous avons posé la première pierre et vous savez très bien que depuis la loi de 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, malheureusement, on ne peut pas mettre de l'argent public, mais avec la donation des fidèles, je pense que ça va aller très très vite et justement, je lance un appel ici à tous les fidèles de Mayotte de venir nous aider pour la construction de cette mosquée. Même si la loi est très claire sur la question du financement des lieux de culte, cela n'empêche pas les autorités de s'y intéresser. Ainsi, pour faire suite à une réflexion menée au niveau national, le directeur de cabinet de la préfecture avait également fait le déplacement. On est en pleine réflexion dans le cadre des assises territoriales de l'ICN de France qui se déroule actuellement sur Mayotte. Et donc c'était pour moi tout simplement, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table, dont le financement du culte. Et donc venir aujourd'hui, c'était pour moi me rendre compte aussi personnellement de la réalité du territoire par rapport à cette problématique. Quoi qu'il en soit, les fidèles vont devoir se montrer patients avant de pouvoir prier dans leur mosquée. 1 an, voire 1 an et demi, si les financements sont au rendez-vous. L'engouement des habitants de la commune étant réel, il y a fort à parier que chacun saura faire preuve de générosité et de solidarité le moment venu. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.